Parce que si vous aimez cette série, il n'est pas possible que vous n'ayez jamais fredonné son générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission, ce tout nouveau podcast, puisqu'il s'agit ici de Spider-Man, ou Spider-Man, comme disent les Anglish, le podcast animé. Avec moi ce soir, et pour les autres épisodes à venir, j'ai envie de dire, j'ai l'honneur, le plaisir, le privilège d'accueillir Monsieur Anto Webed. Comment allez-vous ? Bonsoir. Ça va. Non mais tu m'intimides avec tes intros là. Avec un tout nouveau matériel de qualité et je suis extrêmement fier de faire ce... Alors, pour ceux qui nous écoutent, ça fait 3 semaines qu'on doit enregistrer ce machin. Et ben rien que pour ça, ça valait le coup d'attendre. Ah oui, c'est vrai que du coup, entre-temps, j'ai eu l'occasion d'upgrader. On va pas se mentir. Donc quelque part, le destin est de l'autre côté pour l'instant et les étoiles sont alignées. Et du coup, je suis très content que tu aies pensé à moi pour cette émission. Et pour les autres à venir aussi, du coup. Et voilà. Merci. Spider-Man en tout. Je veux dire, il y a des trucs... c'est dans le blaze, en fait, à un moment donné. Voilà, il y a des logiques qui s'opèrent. Le webad. Voilà. Et c'est de manière tout aussi logique et charivaresque que j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Eddy, Monsieur Vlogueur, Monsieur The Serial Vlogueur. Comment vas-tu, mon ami Eddy ? Très très bien, très très bien. Je suis vraiment content de pouvoir participer à cette petite émission sur le tisseur. Voilà. Donc je suis vraiment très content. Quand on a envie de tisser, faut pas se priver. Oh, évidemment, allez. Il fallait la faire à un moment donné. C'est ça. C'est fait. Et puis effectivement, avec ces petites 3 semaines là, on a eu l'art de teaser. Voilà, on a fait les préliminaires de cette émission. On a préliminaire beaucoup. qui arrive enfin. Nous allons parler donc très logiquement du premier épisode, comme à l'accoutumée, comme sur les autres podcasts animés qu'on peut faire sur notre chaîne, avec le Nico et bien d'autres. On vous fait le petit pitch, ensuite le déroulé, et puis après on vous dit ce qu'on pense de l'épisode dans sa globalité, avant de passer au suivant. Est-ce que l'un de vous peut me faire cette, justement, petite fiche technique ? Alors, le premier épisode, le pilote de la série Night of the Lizard, la nuit du lézard, avec ce magnifique accent anglais qui me caractérise, diffusé le 19 novembre 1994, réalisé par Bob Richardson, qui d'ailleurs s'occupera de la réalisation de tous les épisodes de la série, si je ne dis pas de bêtises, écrit par Jerry Conway, notamment, donc très très grand scénariste de l'univers de Spider-Man, puisque c'est l'auteur de La mort de Gwen Stacy, rien que ça, et qui du coup ouvre la série, qui dure 20 minutes, voilà, un peu moins de 20 minutes, je crois, 19 minutes, quelque chose comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur Vlogueur, mais tout ça de tête, je trouve ça prodigieux, déjà. Totalement de tête. Vous n'avez pas entendu les clics de souris. Voilà. Et oui, et monsieur podcast Vlogueur et podcast. oui, c'est du podcast, mais du coup je le dis, c'est pour ça. Monsieur Vlogueur nous montre son album 60 ans de Spider-Man sur la mort de Gwen Stacy, que je n'ai toujours pas lu, et qu'il faut vraiment que je lise, parce que j'en ai toujours entendu parler, mais je n'ai jamais lu ce truc. Eh ben oui, Jerry Conway. Mais c'est qu'il a raison, en plus, c'est quand même incroyable. Jerry Conway qui d'ailleurs est assisté par John Semper Jr. qui, je crois, on va le retrouver beaucoup sur les scénarios de la série, justement. Mais en tout cas, je suis pas habitué à ce que ce soit toujours le même scénariste, notamment sur Batman, puisqu'il est vrai qu'on va beaucoup comparer à Batman, en tout cas moi, forcément. C'est des séries que j'ai suivies plus ou moins en même temps à l'époque. Et pour le coup, on a plein de scénaristes différents, même si ça reste la même équipe sur Batman. Et là, de savoir que c'est le même mec du début à la fin, qui réalise les épisodes notamment, je trouve que c'est assez ouf. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous, en quelques mots, vous pouvez me dire le rapport que vous avez à la série ?
parce que bah, c'est différent dans la manière d'aborder les choses. Toi, Anto, du coup? Bah, c'est un peu la série qui a fait que je suis là en train de vous parler en fait, parce que ça a été l'impulsion de tout. C'est la série que je regardais quand j'étais gamin, c'est la série qui m'a donné envie de voir le film au cinéma, le tout premier. Et du coup, par effet de ricochet, c'est la série qui m'a permis voilà, de travailler dans le milieu que j'aime et de rencontrer des personnes formidables telles que vous deux, hein, évidemment, pour ne citer que vous deux. Et du coup, c'est un rapport évidemment très 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 nostalgique que j'ai par rapport à cette série, même si elle a de nombreux défauts, on y reviendra. Et forcément, elle a eu l'impact sur moi que a pu l'avoir par exemple la série Batman sur d'autres personnes. D'ailleurs, elles sont quasiment concomitantes. Et c'est pas pour rien que ce sont les deux séries qu'on retient dans l'univers des super-héros, même si l'une des deux est peut-être plus qualitative que l'autre. Voilà. Donc pour moi, un rapport très très personnel et très, très proche. Bah, pour le coup, je suis d'accord avec toi quand tu dis plus qualitative, mais oui et non, parce qu'elle a au moins le mérite de te montrer la galerie de personnages. On y Bien sûr, reviendra de bien toute sûr. façon. Mais Mais ce que en je voulais fait, dire par là, c'est que pour moi, il y a eu mieux sur Spider-Man en série animée par la suite. Voilà. Dans mon côté rapport au personnage. et grâce à toi, j'en ai découvert une, et je imagine qu'on en reparlera, qui est vraiment pour le coup hyper Bien bien. sûr. Et en fait, le seul truc, et la grosse différence entre les deux séries, pardon, c'est que effectivement, j'ai l'habitude de dire que la série Batman nous prend pas pour des cons, Mm. et je trouve que à certains égards et par moments, la série Spider-Man nous prend un peu pour des cons. Ouais. Il y a plein de détails derrière toutes ces affaires, mais on y reviendra, je pense, tout au long des émissions. Et toi, Eddie, comment t'as découvert la série? Est-ce que tu l'as découvert déjà à l'époque? Ah oui, 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 évidemment. Ah oui, Mais oui, oui. bon, moi, j'étais un petit peu moins jeune qu'Anto quand la série est sortie. Donc je l'ai découverte un petit peu plus tard, mais ce qui ne m'empêchait pas tout de même de la regarder, parce que j'étais quand même un jeune, j'étais quand même enfin, vers l'adolescence, on va dire. Mais à l'époque où c'est sorti cette série-là, nous n'avions pas de multiples choix tels qu'aujourd'hui pour en ce qui concerne les chaînes de télé, en ce qui concerne Internet, le divertissement, l'accessibilité à tout un tas de programmes. Donc ben on regardait ça quand ça passait à la télévision parce qu'il y avait un petit peu, alors, je vais pas dire qu'il y avait que ça, mais on en a discuté parce qu'on les a regardés ensemble avec Anto les épisodes. Et moi je regardais ça, donc ça passait le dimanche matin. Et le dimanche matin, ben voilà, c'était un petit peu les rendez-vous sacrés. Si vous voulez pas louper, moi voilà, j'ai des souvenirs de ça. Et puis après un petit peu plus tard, tu sais, on regardait X-Men Evolution, Batman le défi, on regardait F3X, le choc des héros. F3X, le choc Ah, des héros, voilà, KD2A. On regardait, tu sais, la Ligue des Justiciers aussi. Voilà, donc c'est un petit peu, ça fait un petit peu partie de cette galerie de séries qui ont un petit peu bercé notre enfance, adolescence et qui ont forgé notre goût pour le genre super-héroïque. mais de toute façon, je sais pas si c'est très objectif, parce qu'on est toujours nostalgique de ce qu'on a vu et vécu. Mais en l'occurrence, je trouve qu'on a été extrêmement gâtés en termes de qualité de dessin animé à notre époque quand même, quoi. Bah, totalement. Je veux dire, quand tu fais le bilan, je veux dire, entre Spider-Man, X-Men, Batman, après Batman Beyond, Superman. Superman, complètement, la Ligue des La Justiciers, c'est Ligue des vrai que Justiciers, c'était incroyable. c'est Moi j'adorais. c'est quand même fou, quoi, toute cette période. Et moi, alors le problème, c'est que c'est très bizarre, en fait, le rapport que j'ai à cette série. Je me souviens que j'ai regardé, je me souviens que j'adorais, je me souviens pas du tout que c'était dimanche, en revanche. Et Sur Téfou. Enfin, pour moi, c'était à l'époque que ça passait sur Téfou. ah ouais? Dimanche matin. Ouais. Ah, tu Quand vois, j'étais- pour moi, quand c'était j'étais jeune. déjà passé. Après, moi, Et- c'était les rediffusions, hein, parce que forcément, je l'ai pas vu en 94, j'étais pas né. Mais je l'ai vu. Oh la vache! Allez, ça y est. Ah Bim, la Ah ouais, prenez vache. ah ouais, ça. il est vieux, allez. Non, mais je suis né un an après, ça va, tu vois. Ah, Mais, cacaille. mais j'ai vu ça quand je devais avoir peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça, donc tout début des années 2000, vraiment en 2000, 2001, bah, juste avant le film en fait. Et, du coup, c'était les rediffusions, moi aussi, c'est pour ça, parce que c'était pas le même créneau que toi. Oui, bien sûr. Mais Et bon, du coup, de toute façon, ça c'est le genre de truc qui passait au moins ou le mercredi ou un truc comme ça. Ouais. Qui est passé longtemps, hein. Très 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 longtemps. Ouais, Il a été ouais, rediffusé un paquet de fois. Je les connais par cœur, hein, les épisodes, donc c'est pour vous dire à quel point c'est repassé. je me souviens que j'aimais bien, mais j'ai très peu de souvenirs des épisodes, en fait. Alors moi, je suis un peu pareil que toi, moi. Alors, et très bizarrement,
cet épisode, l'épisode de ce soir, celui dont on va parler, enfin de ce soir, de ce matin, de cet après-midi, suivant l'heure où vous écoutez le podcast, hein, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'attendre le soir pour l'écouter, hein, on est d'accord. Mais et pour le coup, je m'en souviens très bien. C'est quelque chose qui m'a marqué, alors aussi parce que, si je dis pas de conneries, et Anto, tu es aussi la caution Spider-Man, donc tu es aussi là pour m'arrêter si je dis des conneries, mais les épisodes qui relatent ces faits-là par McFarlane, ils m'ont transcendé. Moi, j'ai adoré ces épisodes-là. Et McFarlane du coup, c'est... Hein? Pourquoi McFarlane? Non, mais c'est McFarlane qui a fait les épisodes. Mais ah oui, d'accord, toi tu parles de l'arc Tourment. Oh, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que... Putain, c'est oui, en plus c'est sorti 3-4 ans avant la diffusion. Donc, Ah ouais, là, tu commences ta phrase en disant la caution Spider-Man et qui commence d'entrée de jeu à te contredire, là ça... Non, parce que moi je pensais au lézard de Stanley et Steve Ditko, en fait, tout simplement. Ouais, Mais c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait l'arc. Et ben cette version, je l'ai pas connue en fait. Oui. J'ai connu vraiment que la version McFarlane. Même si au passage, évidemment, on en reparlera aussi, mais l'animé est beaucoup plus family-friendly que l'arc Tourment en question qui était hyper dense, enfin hyper dur en termes de visuel. Enfin moi c'est un de mes arcs préférés et t'as tout à fait raison de le souligner. Ah ouais, et moi ça m'a, du coup on va en reparler, mais ouais, donner envie de... mais bien sûr. Venom, tout ça... Mais j'aime bien parce que du coup, il fait référence pas à ce qu'il connaît, Eddie, hein, quand je dis il fait référence à ce qu'il découvre en ce moment. Oui. Et du coup, c'est vraiment, mais c'est ton plaisir fait plaisir à voir en fait. Non, mais c'est parce que vous vous rendez pas compte. Pour moi, je suis comme un ouf. En fait, vous dites McFarlane, je sais qui c'est, je sais ce qu'il a fait en plus, tu vois. Ça, moi, et tu l'as au bout du bras. C'est ça qui est incroyable. Et tu serais venu il y a 1 an en arrière, tu m'aurais dit McFarlane, je t'aurais dit à tes souhaits, tu veux un mouchoir, t'as quelque chose? Tu veux qu'on appelle, toi? Je veux dire. Mais non, mais oui, c'est vrai. Et puis 1 an plus tard, le gars vient d'acheter l'omnibus de Doctor Strange. Je veux dire, il y a quand même eu un travail de fond que t'as fait, Anto, qui est absolument prodigieux. Ah, je l'ai éduqué comme si c'était mon propre fils. Alors quelque part, t'as créé un monstre parce que pour sa famille, oui. Ça, c'est on en parlait sur le Saturday Night Geek Live. Il a basculé, c'est terminé. Complètement. Il est irrécupérable pour le coup. C'est ça. Mais en tout cas, voilà. On va commencer le déroulé si vous le voulez bien. Donc déjà, ça commence avec une séquence d'intro où le Spider-Man, forcément, est en l'air. Hein. Il est en train de tisser, j'ai envie de dire. On a des gros plans sur ces fois qui... C'est bien, 2 fois la même vanne, c'est cool. Non! Je sais que tu les aimes beaucoup, mais quand même. Mais en tout cas, on a un gros plan sur ses poignets qui effectivement envoie de la toile. Il se balance. On a le titre on a le titre de l'épisode, pardon. Et on a des... Moi, ça m'a hyper choqué, ce que j'avais pas vu quand j'étais gamin. Mais on a le dessin, les perspectives sont étirées en fait. Je sais pas si vous avez fait gaffe à ça. Mais en fait, toutes les perspectives des immeubles sont hyper étirées pour nous donner cette sensation de non seulement de profondeur, mais du fait que il se balance, de la vitesse et tout. Et ça, j'avais pas forcément vu ça la première fois, quoi. Et on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur des cases de comics. Je trouve vraiment qu'on a transposé des trucs du comics, quoi. On a un Spider-Man qui veille, on se retrouve dans les égouts, il y a 2 employés, et il y en a un qui se la pète en disant qu'il a travaillé à la déloche. Oui. Il y a discussion entre eux, ils sont interrompus par un monstre qui est filmé en contre-plongée, en contre-jour, on n'en distingue pas bien la silhouette, mais en tout cas déjà je trouve que, et c'est une similitude qu'on peut retrouver aussi avec Batman, le premier épisode de Batman, il y a Man-Bat, qui fait peur, et je trouve que là on est vraiment dans la peur, et on a vraiment une créature qui fout les jetons, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas qui fait peur à voir. Il est beaucoup plus impressionnant que ce qui sera par la suite dans la série, parce que forcément c'est sa première apparition, et qu'il y a vraiment une réalisation qui iconise en fait le vilain. Ouais, parce qu'en plus on joue un petit peu sur l'inconnu, sur l'obscurité, on joue sur le huis clos, ils peuvent pas s'échapper, on joue un petit peu sur tout ça, et l'impuissance des protagonistes à ce moment-là, elle est totalement immersive. C'est-à-dire qu'on est totalement pris par l'action qui est en train de se dérouler à l'écran, et on est pris tout de suite dedans. Je trouve que c'est vachement c'est vachement immersif comme réalisation pour un animé.
C'est vrai qu'après, comme dit Anto, ce sera peut-être un petit peu moins le cas dans la suite. Mais sur le départ, je trouve que c'est vachement bien réussi, surtout le moment où ils essayent de monter à l'échelle, où tu as justement encore une fois cette perspective un petit peu fuyante, avec un point de fuite qui se trouve très sur les hauteurs, et tu as l'impression qu'ils vont jamais y arriver, et tu sais pas exactement ce qui arrive derrière, et je trouve que moi je trouve que c'est vachement bien foutu. Mais je trouve que c'est d'autant plus intelligent que justement l'attaque aurait pu complètement se passer dans les égouts et du coup dire aux gens que bah, la menace elle est dans les égouts et c'est pas vraiment ce qui va se passer puisque ils essayent de s'enfuir et il y en a un qui se fait attraper la jambe et qui se fait attirer sous terre. Donc pour le coup ils sont remontés et le fait qu'il agit non seulement en dessous mais aussi au-dessus, je trouve que c'est très cool. Et d'ailleurs, d'ailleurs, tu vois ce que tu dis, ça rappelle, et je pense qu'il y a vraiment une recherche dans ce but-là. Je pense que pas même plus qu'une recherche, une inspiration. Il y a un côté les dents de la mer quand tu regardes ça. C'est-à-dire que tu ne vois pas la créature, mais dans la réalisation, je vous invite à le revoir. Quand tu vois les personnages en haut, en fait, tu sais pas ce qui se passe, et t'as vraiment un côté, le danger qui vient des profondeurs et qui vient les attaquer, même quand tu les crois sortis d'affaires, tu sais, un petit peu comme dans les Dents de la Mer, quand ils arrivent quand même à se mettre sur le bateau, bah t'as quand même la créature qui vient, le danger est toujours présent. Je pense que c'est ça en fait qui rajoute à ce côté un petit peu immersif dont je parlais tout à l'heure, c'est justement le fait de pas le voir tout de suite le lézard, parce que si tu le vois, en fait tu mets tout de suite un visage ou une apparence sur la peur, et du coup ben, c'est moins angoissant que si tu la vois pas et que tu sais pas d'où elle va venir. Excusez-moi, vous avez une chaîne spécialisée cinéma? Non, parce que c'est... En fait, littéralement, je suis sur les fesses depuis le début, parce que dit cet homme, et je pense que je vais me retirer de la compétition, et je pense qu'il a gagné, on peut le dire très honnêtement. C'est bon, j'ai donné tout ce que j'avais. L'analyse est juste parfaite, en fait. Là. Je pense que vous vous rendez tous compte, de toute façon, mais l'analyse est juste parfaite. Voilà, dissertation 20 sur 20. Voilà. Tu dis les dents de la mer, mais on peut transposer ça à Alien, qui dans le premier Alien, c'est exactement la même chose. Et effectivement, aussi. Là, on a le seul plan en contre-plongée, donc en contre-jour, où on le voit pas bien. Après, il y a que sa main qui agrippe ou sa queue qui fait ce qu'il y a à faire. Quoi. Et du coup... je me doutais en disant ça. Je ne suis pas sûr de la formulation. Je me doutais en disant ça que tu ferais une tête. En tout cas, l'autre a les jetons de voir son pote qui se fait agripper comme ça par un gars à la peau dure et craquelée. Et du coup, il prend le camion et il se barre en appuyant sur le champignon, j'ai envie de dire. Là, on a un plan 3D. Oh, il est magnifique plan 3D. Là, ça y est, ça commence. Alors ça, c'est très bizarre parce qu'on est à une époque où justement on veut montrer qu'on sait faire de la 3D et à l'époque c'était un truc de fou. Alors la vache, comment ça a mal vieilli. Oh, c'est juste un truc de malade. C'est moche. C'est horrible. Par contre, au moins le personnage de Spider-Man est iconisé dans la scène. Tu en parlais au début, mais la scène où il se rue après le camion, avec le thème musical derrière et les coups de caméra qui sont très bien pensés. Il y a juste cette 3D absolument immonde qui vient gâcher tout ça. Et alors, en effet, ça se comprend pour l'époque, mais malheureusement, ils vont un peu en abuser au fil de la série et ça va devenir très très vite gerbant, en fait. C'est exactement ça. Il a, quand je vous dis il a les jetons graves. Il se remémore, il arrête pas de répéter ses yeux. Et effectivement, ses yeux sont dégueulasses. Il avait les yeux rouges. C'est ça. Il perd le contrôle du véhicule, Spider-Man descend et arrive sur le camion, il prend le volant, je crois qu'il fait une vanne. Oui. Parce que c'est Spider-Man quand même. Non, il est juste braqué, mais c'est bon, ça va. Ah bon ? Oui. Il fait pas de vanne ? Ah, je peux t'assurer que oui, bonhomme. Il connaît tous les dialogues par cœur. C'est incroyable. Il fait la vanne après, quand le camion tombe dans la flotte. Ah oui, voilà, c'est ça. Il percute la rambarde et atterrit dans l'eau. Alors, bon, voilà, on sait pas trop ce qui va se passer. Cliffhanger de fou, générique. Et c'est la seule fois que ça le fera dans la série d'ailleurs, le générique après la scène d'intro. Pour tous les autres épisodes, le générique sera avant, comme l'épisode traditionnel. Et je trouve qu'ils auraient dû garder cette formule-là, parce que moi j'adore quand le générique arrive sur un cliffhanger. Complètement. Ça fait très sérieux. Alors on se doute bien qu'il est pas mort, hein, sinon c'est... Premier épisode. On remballe les Gaules. Mais en tout cas, effectivement, ça donne un côté sériel et puis surtout drama au truc qui effectivement aurait été très très cool. Clairement. On a le générique qui est juste formidable. Aerosmith, messieurs dames. Mais c'est magnifique. Quoi, Aerosmith ? C'est Aerosmith ? Oui, qui a composé le générique.
Sans qu'il a Il a composé. déconner. performé le générique. Mais c'est con- incroyable. Ça, j'ai pas reconnu du tout, moi. Et ben voilà. Mais je ne savais pas. Et ben voilà, je repasse devant le vlogueur. Allez hop. Merci, bonsoir. Non, mais sans déconner, il est fabuleux. Et puis, il est magnifiquement mis en image. Alors, forcément, comme dans tous les génériques de cette époque-là, on retrouve des images du premier épisode. Mais on voit qu'il va y avoir Venom. On voit qu'il va y avoir le bouffon vert. Alors, Non. moi, j'avais marqué... C'est pas le bouffon vert. Non, le Enfin, super bouffon. Dans la série, ils l'ont appelé le bouffon vert, sauf que le mec n'était absolument pas vert, évidemment, puisque c'était le super bouffon. C'était Mais, le super bouffon, On effectivement. en parlera pour l'épisode en question. J'ai marqué générique 3D / méchant. On nous remémore l'histoire, et moi ça j'aime beaucoup, hein, parce que du coup tu peux prendre la série à n'importe quel épisode, on te remémore l'origine story de Spider-Man dans le truc, et j'ai marqué guitare porn. Tu vois, tellement... Ah mais Je fais très bien la guitare. c'est juste hyper jouissif. Donc on revient donc à l'épisode, Spider-Man a récupéré le chauffeur avant la chute, il a encore peur, l'autre il avait les yeux rouges, Spider-Man n'y croit pas, une seule seconde, il se fout de sa gueule, il parle d'éléphant rose. Donc là moi j'ai bien aimé ce Spider-Man qui, il est bien gentil mais bon, faut arrêter les conneries quoi. L'éléphant rose, bien sûr, qu'on salue. Carrément. Le célèbre. La police arrive, Spider-Man se barre. Et mine de rien, c'est une information qui est très bonne pour nous, puisque du coup, on apprend que, un peu comme Batman en son temps, Spider-Man fuit la police. Il n'est pas du tout le copain des autorités, monsieur Spider-Man. Un trope classique qu'on avait déjà dans les comics, d'ailleurs. À l'époque où c'était les débuts du personnage. Hein. Là, on est clairement sur peut-être 6-7 mois d'activité, on va dire. Et clairement, au début de sa carrière, Spider-Man est un repris de justice et pourchassé. Il n'a pas encore de contact dans la police. Et je trouve ça très accurate pour le coup et très, très bien foutu. Mais carrément. Moi aussi, je trouve bien. Alors, j'ai aucun souvenir de savoir si ça change. Oui, ça Si au change. fur et à mesure de la série. Ça change. Mais... D'accord. On se retrouve au Daily Bugle. Peter Parker se débrouille bien pour les photos, d'après J. Jonah Jameson. Ce qui m'a fortement étonné, parce que ils sont plutôt en bis-bis d'habitude. D'ailleurs, le look de Peter, je sais pas si t'as l'intention d'en parler après, mais le look. Le polo. Peut-être quelque chose à dire. Pas que le polo, la coupe Playmobil aussi, accessoirement. Ah non, oui. C'est un Peter d'Aaron Parker, là, quand même. Ouais. C'est un Peter d'Aaron Parker, et taillé en V. Le mec, c'est une masse, mais alors il a des épaules. Et du coup, moi, j'ai toujours trouvé que ça... j'ai jamais compris, en fait, le fait de le mettre à ce point carré. Je trouve que ça matche pas avec le fait qu'il soit censé être agile, qu'il soit censé, tu vois, être hyper souple. Moi, alors moi, c'est pas vraiment ce qui me dérange, puisque après, Peter Parker, après tout, il a des super pouvoirs, donc même si le physique colle pas vraiment, je peux dire que ses facultés lui permettent de faire des choses extraordinaires malgré le corps qui ne correspond pas. Moi, ce qui me choque le plus, c'est l'âge qu'il a. Il a quel âge? Il a 42 ans, là, à peu près. Ouais, c'est vrai que ça... Là, il est censé avoir 18 piges, sans déconner? Oui, parce qu'en fait, ils se sont Il est au basés lycée. tout simplement sur les derniers... Alors, non, je crois qu'il est à la fac. Il est à la fac. Ouais, parce qu'il y a Debra Whitman. Ouais, mais enfin, il a quand même pas 42 piges, quoi. Il a l'air d'avoir 42 piges parce qu'à l'époque, et Jules l'a rappelé tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai pas pensé, mais les comics de l'époque, c'était les comics de McFarlane, en fait. À l'époque où Peter Parker était marié à Mary Jane et que du coup, il était adulte, quoi. Du coup, je pense que dans la série, ils ont essayé de coller à l'actualité des comics de l'époque. Aujourd'hui, ce genre Peter-là, ça n'existerait plus. Parce qu'on serait trop à vouloir le rajeunir, à vouloir revenir au... De Peter toute Parker façon, aujourd'hui, on adolescent. voudrait lui faire ressembler à Tom Holland, donc... C'est déjà le cas dans certains médias et je crache dessus. Mais du coup, voilà, il y a vraiment le côté où ils adaptent les adaptations en fonction de. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ils font les adaptations en fonction mine de rien, de ce qui se passe dans le comics au même moment, quoi. Et en tout cas, à l'époque, c'était le cas. Maintenant, c'est un peu l'inverse finalement. C'est-à-dire que le comic se fait en fonction de ce qui se passe dans le MCU. Oui. Ouais. Donc il redit que Peter Parker se débrouille bien et qu'on va voir ce qu'il fait avec le lézard, puisque on va voir s'il peut réussir à faire quelque chose. Il explique qu'effectivement il y a une légende urbaine, qu'il y a un lézard dans le métro. Un grand classique. Voilà, le grand classique. Les crocodiles dans le métro. Voilà.
On a un gars qu'on reconnaît, en tout cas moi je l'ai reconnu, mais c'est vrai que les non-aficionados pourraient ne pas le voir tout de suite, mais il y a Eddie Brock qui Bien est sûr. déjà dans le journal. Jameson explique l'histoire de cet ouvrier qui dit que son collègue a été emporté. Et alors, là, j'avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on part de ça, et genre dans la même conversation, on passe à... Alors, deux choses qui m'ont fait très bizarre. On passe à Kurt Connors. Alors, déjà, comment dans la même conversation on peut passer à Kurt Connors et genre arriver si vite au truc. Oui. Et alors, deuxième réflexion, ben moi c'est Kurt Connors en fait. Le nurse, je l'avais pas. Est-ce qu'il y a un stagiaire qui s'est trompé d'orthographe ou comment ça se passe? Ils disent Connors? Ah ouais, puis alors non seulement ils le disent, mais je me suis dit c'est un défaut de traduction. Oui. Bon, ça peut arriver. Sauf qu'après ils vont à son bureau, on va le voir dans le déroulé, et sur la porte c'est marqué Connors. D'accord. Ah oui, Donc, est-ce qu'il y a eu un problème au doublage et l'autre dessinateur il s'est dit putain, on est obligé de rattraper sa connerie, on peut Peut-être. pas rappeler Maurice? Bon, on va changer la lettre, tu vois. Ah, c'est con, il y a un week-end de 3 jours. Non, mais alors par contre, clairement, je pense qu'il y a dû avoir ce qu'on appelle une couille dans le potage au niveau de l'adaptation du personnage. Voilà. Je pense qu'ils ont dû juste se gourer, parce qu'en plus, c'est une erreur très fréquente avec ce genre de nom de famille-là. Ouais. C'est pas la première fois que je la vois, et ça arrive très souvent. Et du coup, moi, ça m'avait fait Ouais. bizarre. Et fun fact aussi, si je dis pas de conneries, le Man-Bat, et du coup, ça m'a vraiment fait bizarre. Alors après, dans les autres épisodes, on arrêtera peut-être là les comparaisons. Mais premier épisode Man-Bat, premier épisode Lézard, premier épisode Man-Bat, je crois qu'il s'appelle Kurt aussi. Kirk. Autant pour moi. Mais du coup, tu vois, il y a quand même des similitudes. Entre c'est les le deux scientifique qui vrille et qui se transforme en grosse bête géante et que le justicier doit arrêter. Clairement, C'est il y a exactement des ça, quoi. gros parallèles à faire sur les 2 premiers épisodes. Clairement. Mais c'est fou que ouais, ils partent là-dessus pour les deux, quoi, tu vois. Parce qu'il y avait bien d'autres épisodes à faire, quoi. Mais en tout cas, effectivement, là, j'ai marqué en gros What the fuck, Kurt Connors. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et effectivement, en gros, il passe tout de suite à... bah non, mais allez voir un peu les savants qui ont travaillé sur les reptiles. Ah, Kurt Connors. En même temps, il n'y en a pas beaucoup à New York. Hein. C'est pas faux. Les spécialistes de l'herpétologie, bon voilà. Hop, c'est calé. On nous prend un petit peu pour des jambons. Ouais. Et ben... c'est un épisode de 20 minutes, hein, donc forcément... Oui, il faut prendre des raccourcis, voilà, ça, c'est sûr. Il faut aller à l'essentiel. Et c'est vrai que quand tu le remates après plusieurs années, moi je l'avais pas vu depuis longtemps, il y a beaucoup de raccourcis dans cet épisode. Franchement, même par rapport à d'autres, je trouve. Alors, ce qui n'enlève rien au fait que c'est hyper cool, mais c'est vrai que Faut pas cligner des yeux. Ça m'a un peu perturbé. Et surtout de se les faire en parallèle, du coup, avec Batman, en l'occurrence. Du coup, forcément, tu te rends compte de beaucoup plus de trucs. On apprend que c'était le prof de Peter Parker, parce qu'il y a une réminiscence comme ça, un petit souvenir. Il travaille sur les gènes avec les reptiles, c'est un véritable génie. Peter est chargé du coup de l'interview, et c'est là, tout de suite, dès le premier épisode, qu'il y a une rivalité qui s'installe avec Brock, qui du coup est mis de côté sur ce truc. Et la prime de $1000, bien sûr. Exactement, il y a une prime de $1000, et du coup, forcément, Spider-Man, tout de suite, il pense à une moto. C'était évident. Ah oui, et c'est-à-dire que lui, il dit, putain, si j'ai les $1000, je pourrais m'acheter une moto. Ah oui, quand il est dans le bus. Tout à fait. Alors, il est vite remis sur Terre par Tante May, qui lui dit direct que, en gros... Enfin non, elle lui dit pas. Elle a des problèmes de thunes, elle a pas d'argent. Classique. Et elle a des factures à payer, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est la Tante May de base qui galère niveau pognon et Peter Parker qui prend le sens de ses responsabilités et qui se fait un point d'honneur à venir aider sa Tante May. Voilà. Parce qu'il n'est pas seulement un super-héros lorsqu'il met son costume de Spider-Man, il est aussi un héros de tous les jours. Personne qui se lève le matin pour aller subvenir aux besoins de sa famille. Voilà. Donc, non, mais c'est complètement ça. C'est complètement... Je n'aurais pas mieux dit, monsieur Eddy. C'est exactement ça. Et elle est systématiquement là pour lui ramener les pieds sur terre. Dès qu'il déroge un peu de ça, dès qu'il se prend un peu à rêver et à avoir des... Mais à rêver dans le sens, soit par vanité, soit, tu vois, enfin, hop, elle le ramène sur terre, elle lui met...
On avait, on avait un petit peu ça dans le Spider-Man, dans le premier, Spider-Man de Sam Raimi, Ouais, complètement. où au départ il veut s'acheter une voiture pour C'est ça. séduire Mary Jane parce qu'il a vu que Flash Thompson était venu la chercher pour l'emmener. Il s'est dit voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est ce qui le conduit à aller faire le combat de catch et avec l'issue qu'on connaît tous. Et il y a un petit peu ça aussi derrière. Voilà, le gars, il est constamment ramené. Voilà, ce qui compte, c'est pas le superficiel, c'est pas le matériel. Ce qui compte, c'est d'aider son prochain autant qu'on peut et de tout faire pour le bien-être de sa famille et des siens. C'est un noble cœur, ce Peter Parker. C'est un exemple à suivre. Alors, Et vous c'est l'avez pas vu, mais aussi... Eddie a fait un mic drop, hein, bien sûr, après cette belle tirade. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est cool, c'est que, par contre, contrairement à Batman, putain, il faut vraiment que j'arrête, je suis désolé de faire ces comparaisons. Ah, mais sur le premier épisode, je te pardonne, parce que il y a beaucoup de points communs. Mais même ça, il y a un côté moral qu'il n'y a pas, par contre, dans Batman, je trouve. Dans les épisodes, il y a un côté, voilà ce qu'il faut faire pour être un bon gars. Alors que Batman, il n'y a pas du tout ce côté-là. C'est normal, c'est un cinglé. Et puis Batman, il peut pas être un bon fils, il a plus de parents. Mais c'est vrai. Oh putain, la Mais c'est un cinglé, le mec. Enfin, En deux ça a rien phrases, à voir. vous avez refait le personnage. Mais non, mais c'est pas une critique, c'est un constat. c'est en vrai. fait. Mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu regardes Spider-Man dans cet épisode et Batman dans le premier épisode, alors moi je l'ai vu il y a très longtemps, pour le coup je suis absolument pas calé sur la série animée de Batman, mais je me souviens presque de Bruce Wayne, et c'est une Bruce Wayne classique, très bien retranscrit de la BD, mais c'est un malade le gars. Enfin, il est dans sa cave, il s'habille en chauve-souris, il va taper des mecs, enfin, il engage des gamins pour se battre avec lui. C'est Là ce que on est j'allais dire. clairement on est sur la base de Peter Parker, comme disait Eddie, des responsabilités en un épisode, c'est-à-dire que on n'est même pas à la fin de l'épisode, on est à la moitié de l'épisode, et t'as déjà les rien de trucs de base l'épisode, qui là. sont posés, quoi. Ouais, t'as rien. C'est Et ça qui est incroyable. c'est bien, c'est que ça nous montre que Peter Parker a pas besoin du costume pour être un super-héros, en Voilà. fait, ce que je veux dire. T'as pas d'origin story, mais tu sais déjà que c'est un mec bien et qu'il y a tels enjeux qui s'affichent, et voilà. Mais en ça, l'épisode est hyper efficace pour le coup, parce qu'il te donne bien sûr. les clés du personnage en très peu de temps. Et... Bien Parce sûr, que là, on est à rien de l'épisode. Hein. D'ailleurs, on va se manier un peu le fion, parce que c'est... Bah, on non, n'est pas couché. Spider-Man descend dans les égouts, et il descend dans les égouts de manière hyper cool. Je l'ai mis cool souligné 2 fois. Parce que justement, il y avait aussi une séquence comme ça dans les jeux, il y a une séquence comme ça dans les films, on le voit. Mais en gros, il est sur un mur, et puis il descend, et il se retrouve, et tu sais plus vraiment le haut du bas. Et du coup, cette manière de descendre était hyper chouette, et qui plus est dans un dessin animé, le fait de te faire un peu perdre la tête et de te mettre à la place de Spider-Man. Très arachnéen. Carrément. Il arrive, il sort un gadget. Bon, moi, ça, je trouve que c'était pas utile. Une petite torche rouge, parce que c'est Spider-Man, faut pas déconner. Pardon, comment ça pas utile? Ah non, Anto qui s'insurge. Je m'insurge. Il a une torche Mais rouge. c'est pas une torche rouge, c'est le Spider Signal. Mais, Ah mais non. d'accord, non mais c'est juste pour éclairer, on est d'accord quand même. Oui, mais c'est un Spider gadget Signal. authentique confectionné par Peter Parker et pas par quelqu'un d'autre. Et ça fait partie des gadgets que je tolère complètement et qui sont complètement partie intégrante du lore du personnage pour moi. Alors, Et après, je c'est un suis avis que complètement... je peux comprendre. Je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, c'est une ref à ce qui est dans les comics. On est tout à fait d'accord. Mais on est aussi tout à fait d'accord pour dire que c'est juste une lampe torche. Oui, avec le logo de l'araignée. Avec le logo de la reine. Pas Enfin, du le masque. logo, c'est le visage le masque de Spider-Man. Donc, une lampe torche classe. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Il voit des traces de pas, et effectivement, là, il est bien forcé de constater que il y a vraiment un monstre, puisqu'il y a une paluche, une trace de paluche assez extraordinaire. On retrouve le Peter Parker en civil, qui se fait accoster par Debra Whitman. Whitman. Il y a une espèce de chamaillerie entre les deux. Alors, je vous avoue que moi, c'est un personnage que je connais pas bien. Que je dis pas de conneries, on la voit dans les comics quand même. Tout à fait, c'est ce qui va appuyer ma théorie qui me faisait dire que c'est très inspiré des comics, on va dire, contemporains de l'époque. Dans le sens où Debra Whitman, c'est un personnage qui a été créé en 82, 83, quelque chose comme ça. Donc on est mine de rien pas très très loin de la série animée du premier épisode. Et c'est justement un personnage qui apparaît dans les années universitaires de Peter Parker. Donc c'est vraiment une amie qui va se faire bien après les Mary Jane et Gwen Stacy qu'on connaît et qui du coup forcément explique le fait qu'elle soit là parce que Peter est à l'université dans cette série. Quand t'as dit c'est une amie qui va se faire, je me suis dit quoi? Qui va se faire avec le temps. D'accord. Mais où il va? Voilà, il n'y a pas que moi qui suis tordu ce soir, voilà, évidemment.
En tout cas, il y a petite chamaillerie, il y a une relation qui est tout de suite mise en avant sur les deux personnages que je trouve assez cool. Et donc, elle se mêle de ses affaires, il lui reproche d'ailleurs, mais de manière très amicale, quoi. Ils sont vraiment dans la petite chamaillerie. Elle lui pique la photo, on voit qu'elle est intelligente, puisqu'elle voit la trace, et elle dit tout de suite que c'est comme si un lézard s'était mis sur ses pattes arrière. Donc on sent la scientifique, on sent le fait que voilà, elle puisse raisonner. On a pour la première fois un sens de l'araignée qui était pour moi le sens de l'araignée. Moi, c'est comme ça que je me le représente à chaque fois. C'est vraiment celui de la série, quoi. Très avec animal. Ouais, voilà, exactement ça, très animal. Et puis, des couleurs pétantes, le fait que ce soit pas des traits au-dessus de la tête, du coup, comme dans d'autres adaptations, mais que ce soit vraiment l'environnement qui passe avec un filtre. Qui vrille, quoi, ouais. Un filtre, je sais pas comment on peut le qualifier, ce filtre-là, mais avec les couleurs qui s'inversent, presque négatif en fait. Et le son derrière qui est très reconnaissable, évidemment, qui fait vraiment penser à un instinct animal. D'ailleurs, c'est dans la VF, c'est ce qu'il disait, c'était l'instinct d'araignée, l'instinct animal. Il le dit souvent, il le qualifie souvent comme ça, et pas comme sens d'araignée, comme les lecteurs de comics pouvaient avoir l'habitude de voir. Mais il y a un côté même multi-filtre, enfin je sais pas comment expliquer. Ouais, ils ont mis des curseurs. Ouais, les potards à fond, thermique, sensoriel, tout est vraiment à fond. Il arrive au niveau de la porte de Conners, qui donc est inscrit sur sa porte. Il y a une panne de courant, ils entrent tous les deux dans le bureau, ils tombent nez à nez avec le lézard qui transporte quelque chose. Alors c'est typiquement la scène où tu vois un mec se barrer avec un tapis plein de sang, et tu vois, tu te doutes qu'il y a quelque chose dans le tapis, quoi. Bon bah là c'est un peu l'idée. Il transporte quelque chose et s'enfuit par la fenêtre. Et alors là, moi, je me suis dit, soit elle est très bête, soit il y a un gros problème. Parce que donc, le gars se barre par la fenêtre. On comprend très vite que eux ne font pas du tout le rapprochement avec Conners, en fait. Et que c'est le lézard qui aurait pris le docteur, le professeur Conners, et se serait barré avec lui. Pas du tout, pas à un moment, ils se disent que le lézard peut... C'est compréhensible, parce que c'est les débuts de carrière du personnage, donc il n'est pas encore habitué à avoir des événements. Alors, hormis lui-même, bien sûr, mais il n'est pas encore habitué à avoir des événements si... Ça, c'est compréhensible. Mais, ce qui l'est moins, c'est quand Debra, à côté de Peter Parker, qui, ni une ni deux, hein, c'est-à-dire, moi j'ai essayé, je le fais pas, hein, bondit sur le rebord de la fenêtre. Alors je tiens à rappeler que des vraies cascades ont été réalisées pour ce podcast, évidemment. Non mais c'est vrai qu'il monte vraiment avec un style Spider-Man. Complètement. Et l'autre, elle est à côté. À un moment, elle se dit, bah attends, t'es un scientifique de 40 balais, comment tu peux... Bon, déjà, il a 18 piges, déjà. 18 ou 19 19. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut dire aussi que dans toutes les séries américaines, genre moi je me rappelle de Smallville à l'époque, où le gars était censé faire un mec de 16 ans, bon il en avait 32 dans la vraie vie, tu vois. Tobey Maguire, qui devait faire un mec de 17 ans, qui avait 25 quoi. Pour le coup je trouve qu'il est plutôt crédible là-dedans. Dans la série animée non, t'as dit Tobey Maguire d'ailleurs. Moi je voulais dire surtout Tom Holland. Ouais. On continue ou on se fâche ? Comment ça se passe ? On continue, ok. Mais il faut bien qu'il soit crédible dans quelque chose. Ouais, pas dans Spider-Man ni Uncharted. Voilà. Allez, au niveau de l'âge, mais si, arrête, fais pas ton hater à 2 balles. Au niveau de l'âge, il est totalement crédible. Monsieur Vlogueur. On va descendre dans la tier list, monsieur Vlogueur. Allez, on continue. Donc, en tout cas, ce moment, what the fuck, moi je me suis dit, mais merde, le mec, effectivement, il fait un bond, mais genre... j'ai fait la même réflexion. Il essaye pas de monter, pas du tout. Hein. Il bondit des 2 pieds sur le rebord de la fenêtre. Je me suis dit, wow. Et là où un Clark Kent, par exemple, aurait fait la même chose, mais en se prenant les pieds dans le tapis, aurait simulé une maladresse ou quelque chose. Évidemment. C'est ça. Il y a une petite dragouille quand même avec la Debra. Hein. On est quand même sur une petite dragouille. Je sais pas si... Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il va se la faire, comme tu as pu le dire tout à l'heure, mais avec en tout cas... Temps, je précise encore. Je le ferai à chaque fois. Temps. Si c'est avec le temps, ça va. Ça va. On assiste à un souvenir de... Et alors, on va aborder un truc que moi j'aime beaucoup, et ça je m'en souvenais, je trouve que c'est très cool.
Donc on aborde un souvenir où il fait une expérience sur une souris amputée. On comprend du coup que Parker a travaillé avec lui. Il explique qu'il mélange ADN du reptile plus le rayon et le membre de la souris repousse. On ne peut pas faire chez vous, bien sûr. Tout à fait. Bah déjà, n'attrapez pas une souris pour l'amputer express, ça n'a aucun sens. Et puis après, bon, c'est un bordel. C'est un bordel, je te raconte pas la paperasse, hein, mais vas-y. Et on comprend, on le voit surtout, que tout ça, parce qu'on se dit, mais attends, c'est quand même spécial. Qu'est-ce qui vous passe par la tête pour amputer une souris, machin? Bon, bah, il est vrai que lui, il n'a plus de bras. Donc on comprend qu'il y a une connivence, il y a une connexion, en tout cas, une logique. Et là, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, et ça va arriver plusieurs fois dans la série, et ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est encore une fois, par rapport à Batman, où je trouve qu'ils sont très dissociés, Bruce Wayne et Batman, et quand tu dis qu'il est complètement cinglé, je suis pas loin de penser comme toi, parce qu'effectivement, le mec est schizophrène complet, quoi, tu vois. Spider-Man, c'est pas du tout la même chose, et j'en veux pour preuve que, à bien des fois sur la série, en fait, il va se souvenir de quelque chose, il est en Peter Parker, et quand tu vas le reprendre, il va être en Spider-Man. Exactement. Et sans transition, il passe de l'un à l'autre, en fait. Ça, la grosse différence entre Bruce Wayne Batman et Spider-Man Peter Parker, c'est que Peter Parker est entièrement les deux. Il est entièrement Peter Parker et entièrement Spider-Man, tandis que Bruce Wayne, c'est vraiment, comme tu dis, ça relève de la schizophrénie. Hein. J'ai même parfois l'impression que la vraie identité, c'est Batman et qui se cache derrière le costume de Bruce Wayne, tu vois. Bien sûr, Bruce Wayne est mort. Complètement. Bruce Wayne est mort à l'âge de 10 ans. C'est complètement ça. Voilà. Et d'ailleurs, chose aussi qui renforce ce côté-là, c'est qu'il s'agisse de Spider-Man ou de Peter Parker, tout le long de la série, et je suis même étonné qu'on ne l'ait pas précisé jusqu'ici, on va l'entendre en voix off. On va l'entendre penser tout au long de la série, en fait. Avec la très très bonne voix française de Nicolas Marié, d'ailleurs, qui a marqué des générations, en tout cas la mienne. Eh ben, je vais te dire quelque chose. Avant de commencer ce podcast, je me suis dit, merde, je suis pas allé voir la voix française. Ah, mais je suis là, mon Jules. Je suis là. Et je te jure que je me suis dit, rien à foutre, Anto le saura. Je te jure que tu as bien fait. Voilà. Et ben voilà. Bon, c'est aussi pour ça que je te demande de participer au truc. C'est parce que je sais que derrière, il y a du travail, il y a du potentiel, tu vois. Le mec est prêt. Le lézard sort des égouts et va chez les Conners. Et ça me fait très bizarre de dire ça. On retrouve la femme et le fils, donc chez eux, hein, forcément. Comme les Conners. Tout à fait, comme les bons Conners qu'ils sont. Spider-Man leur rend visite, puis alors tranquille, hein, c'est limite s'ils sonnent pas à la porte. Donc pour les nommer, c'est Martha et Billy. Voilà. Merci, effectivement. Voilà, encore une fois, j'ai vraiment très bien fait. Encore une Martha, hein, on notera encore les Ah non, pas Martha, Margaret, pardon, j'ai une connerie. Ah bon Ah oui, non, mais voilà. Margaret. Ah ouais. Tu vois, tu nous induis en erreur. Eh oui, je vous ai fait un petit piège. Tout de suite, voilà. Donc, il sonne. Bonjour, est-ce que le professeur serait là? J'aimerais bien le voir. Il sonne pas. Non. Il sonne pas. Hein non, il rentre non, dans la mais non, cuisine. c'est une blague, il sonne pas. Non, parce que juste pour recontextualiser, aujourd'hui, il y a des super-héros qui tapent aux portes pour rentrer. Spider-Man, c'est pas son cas. Voilà. The Batman. Voilà, parce que toi, tu veux pas le dire, moi je le dis. Voilà, The Batman. Putain, il tape aux portes? Bah, il tape chez Falconet. Il se fait même refouler, même. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc Spider-Man, il arrive en tant qu'arrivier, voilà, dans la cuisine, en plein milieu de la conversation. C'est un classique, un trope qu'on Attends, mais Bonjour, il tape quand il est Batman? Oui, quand il est Batman. Et Bruce Wayne, il fait les deux. Mais... Parce que Bruce Wayne, ouais, je me souviens. Mais Batman, je trouve ça énorme. Bonjour, est-ce que le professeur serait là? Laissez-nous tranquilles, arrêtez, dégagez de chez moi, ne touchez pas mon mari, c'est quelqu'un de bien. Dehors, Conners s'en prend à Eddie Brock qui était dans les parages, il chapeautait un peu le bordel. Juste, moi, ça m'a un petit peu chagriné quand même. Le fait que la mère et l'enfant soient au courant des malversations reptiliennes de catégorie 3. Ouais, parce que en fait, moi, j'avais pas le souvenir que justement, en fait, le Spider-Man que j'ai lu où il y avait le lézard,
ni la mère ni le fils ne sont au courant, et Spider-Man, justement, dans sa grande noblesse de cœur, fait tout pour, Qu'ils ne le sachent pas, pour qu'ils ne le sachent pas, voilà, pour les préserver. Et là, ils sont au courant d'office, direct, de base. Voilà. Elle est au courant. Bah, même le petit, hein. Ah oui, c'est possible. Si, les deux, ils sont au courant, bah oui, je te le dis, ça me semble bizarre, parce qu'en fait, Ouais. même s'il est pas au courant, elle y est, parce qu'elle en parle devant Oui, puis il est pas devant con. lui. Donc. Ouais. Bah oui. Non, mais effectivement, on va le voir après. Il est au courant, déjà parce qu'il l'appelle papa, ou alors Ouais, c'est vrai, oui, c'est j'ai un coup oublié. de bol monumental. J'ai oublié, Ouais. c'est vrai. En tout cas, il s'en Tu prend couperas, à... bien sûr. Il dit, oh oui, bien sûr. Parce qu'il faut que j'ai l'air voilà, d'apporter quelque chose, tu vois. Pas du tout. Et pas de retirer. Et Eddie Brock, donc il était là parce qu'il suit Spider-Man, j'imagine, où il va enquêter sur les malversations des commerces. En tout cas, ça alerte Spider-Man, le chambardement qu'ils font dans la cour. Brock, lui, s'enfuit. Hein. Parker prend une photo et perd son appareil. Très important. Ah, dommage. Oui. Ma photo à 1000$. Je sais plus comment C'est il ça. le sort, mais sans doute. Mais alors, le problème, c'est que je crois qu'après, il récupère l'appareil quand même, parce qu'il est pas con. Ouais, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est qu'il connaît quand même ses priorités. Et c'est même s'il C'est ça. rêve d'avoir 1000$, bon, bah tant pis, ça passe après le fait de devoir sauver quelqu'un. Alors oui, mais j'ai quand même noté que la première chose à laquelle il pensait, c'était de faire la photo. On va déconner quand même. Ah, c'est oui, Spider-Man, attends, je veux voilà, dire, il c'est, essaie d'allier l'utile à l'agréable. Exactement, Certains diront exactement ce que je oui, veux mais il pense aux factures de sa tante. dire. Dans un pays. En tout cas, il fait la seule blague à laquelle tout le monde pensait depuis le début du bazar. Il le traite de sac à main. Le futur Je crois sac à que main, bien sûr. Celle-là, elle était indispensable. On voit que le lézard est hyper agile. Il est fort. Il l'envoie valser comme une poupée de chiffon. Ouais. Pour ceux qui ont à Et l'arrêt. l'animation est de très 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 bonne facture sur ce pilote. Je Complètement. le cale maintenant parce que je sais pas si on aura le temps d'y revenir après, mais par rapport à d'autres épisodes, notamment le deuxième, dont on parlera Surtout, après. on sait pas si on le redira par rapport aux autres épisodes. En fait. Non, mais alors, le deuxième, on annoncera le titre à la fin du truc, mais Voilà. le deuxième, c'était énorme. Et en fait, j'ai eu un deuxième effet qui se coule à la fin du deuxième. Bref, on en Bon, reparlera. très bien. Mais c'est vrai que l'animation sur le premier épisode, elle est vraiment béton, je trouve. Et comme tu Je dis, suis d'accord. les actions sont très bien découpées, très bien rythmées, très lisibles. Et quand tu vois qu'il balance ne serait-ce qu'une petite trottinette contre un mur, tu sens l'impact de la trottinette Ah, mais contre le mur. complètement, Enfin, ça fait vraiment genre le mec est hyper balèze quoi. Et du coup, Non, mais Peter a pas intérêt à se faire choper. Non seulement les scènes sont bien découpées, non seulement l'animation est bien faite, mais la bagarre, elle est vraiment bien faite. Même quoi. si il n'avait pas le droit de mettre des coups de poing. Ah ouais? Ouais, il y a toujours une parade dans la série, tu regarderas bien, parce que à l'époque, sur la chaîne de la Fox, du coup Fox Kids, c'était interdit en fait aux animateurs de mettre des scènes avec de la violence Mais tu montrée. vois pas en fait. le bordel. Non, mais sans déconner. c'est le truc, c'est-à-dire que même les armes à feu qui sont Oui, dedans le sont pas Punisher, des armes à feu, C'est des armes laser. C'est des armes Ouais. laser, Oui, non, mais pour d'accord. les mais mêmes raisons. Et le t'imagines Punisher, bordel- du coup, Ah, bah, vas-y, C'est fais le ça. Punisher, vas-y. Ils sont bien démerdés pour le coup, mais voilà, on en parlera aussi. Là, on va faire une baston entre le lézard et le. Mais il faut pas un coup de poing. Vous démerdez comme vous voulez. Ah, ouais, Tu vois pas le bordel? Ah bah que c'est ça tout, doit ouais, bah, Ah, bien C'est sûr. incroyable. c'est là qu'il faut être créatif et inventif pour les dessinateurs, pour les scénaristes. C'est vrai que le mec, Alors, c'est pas Luke Cage, quoi, heureusement, parce que sinon ils auraient été vraiment dans la C'est merde. ça. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure dans la première partie du truc. Comme dans Les Dents de la Mer, comme dans Alien, le fait, pour pallier à des trucs où c'est merdique, j'ai envie de dire, de costumes ou parce qu'ils ont pas le bon truc ou pas le bon effet, et ben ça, ils rivalisent d'ingéniosité pour justement pallier à ça. Et c'est ça qui est bon aussi. Et le fait que là ce soit une contrainte, ça peut aussi amener à des super trucs, quoi. Mais d'ailleurs, ça me rappelle un petit peu ce qui était en place dans les années 30 aux États-Unis, qui s'appelait le code A. Tu sais, où il n'y avait pas le droit de montrer de scènes de nu, il n'y avait pas le droit de montrer de scènes de violence, il n'y avait pas le droit de montrer de meurtre, il n'y avait pas le droit de montrer tout ça. Et les réalisateurs comme, tu vois,
Howard Hawks quand il avait fait Scarface à l'époque. Bon, je parle pas du Scarface de Brian De Palma, mais l'original. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un mort à l'écran, pour ne pas le montrer, il se débrouillait pour rajouter dans le cadre une croix. Hitchcock, pour simuler, pour une scène d'amour entre un homme et une femme, te mettrait un train électrique qui rentre dans un tunnel, des choses comme ça. Il rivalisait d'ingéniosité pour te faire comprendre des choses sans pour autant te les montrer, et ce qui apportait, je pense, ça apportait un plus au niveau de la qualité des œuvres. Et là, ils sont un peu obligés de faire la même chose. De la même manière, dans Psychose, la scène de la douche, elle serait pas ce qu'elle est si il avait pu mettre la lame dans le truc, quoi. Purement et simplement, exactement. Oula! Et là, vous vous dites, alors, mais qu'est-ce qui se passe avec la voix du Jules? Eh ben, je vais vous le dire. C'est pas compliqué. Les 20 dernières minutes de ce podcast, ma piste est complètement foireuse. Ça coupe, ça grésille. Bref, c'est la mouise. Donc, votre serviteur a passé un temps incommensurable à se redoubler. En essayant d'aller dans le ton, mais vous imaginez bien que c'est pas toujours évident. Vous aurez donc une version un peu trafiquée de la chose, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais sinon, l'épisode tombait à l'eau. Et ça, c'est pas possible. Voilà, je vous laisse, encore une fois, désolé, puis du coup, je remets un petit coup de la phrase d'avant. Voilà, bonne fin d'épisode à tous. Chose. De la même manière, dans Psychose, la scène de la douche, elle serait pas ce qu'elle est si il avait pu mettre la lame dans le truc, quoi. Purement et simplement, exactement. Et ça marche aussi avec le Comics Code Authority, bien sûr, puisque évidemment ça s'est répercuté sur le comics dans les années 50-60, et du coup forcément il y a eu des interdictions, il y a eu des ajustements qui ont dû être faits par les auteurs, et du coup pour éviter certains sujets et réussir à proposer des scènes qui soient pas trop violentes pour les jeunes publics, d'où le combat de ce cher Frédéric Wertham, qui avait écrit La séduction des innocents, je dis pas de bêtises, et Seduction of the Innocent, et qui du coup racontait dans ce livre comment les comics rendaient les gamins fous, en fait des meurtriers potentiels, alors que évidemment ce n'était pas le cas. Enfin voilà, on sent tout le côté où la série elle récupère des problèmes de société, des enjeux, on va dire, judiciaires, en quelque sorte, parce qu'il y a eu des procès, des machins comme ça, des trucs qui héritent de presque 50-60 ans d'histoire. Oui, on a fait une grande parenthèse. Désolé. Mais non, mais c'est très très bien. Non, Je crois pas après, c'est ça qui est bien. C'est très très bien. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il se prend une avoinée par le lézard, mais alors quelque chose de mignon. Et là, on entend Billy qui sort, le petit Billy. Qui dit « Papa, arrête, laisse tranquille, Spider-Man !» Donc l'autre, il dit « Comment ça ? Papa ? Cunners ?» Tu vois ? Cunners. Que genre, il comprend Peter Parker. Qui n'est pas le meilleur détective de l'épisode, il faut bien l'avouer. Bah non, puisque c'est Batman. Il faut suivre un peu. On assiste à un nouveau souvenir où effectivement, il a utilisé son rayon sur lui-même. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, dans l'ombre, Brock prend des notes. Spider-Man empêche littéralement Brock d'en parler. Il le suspend à un... Tu m'as fait peur. Moi aussi. C'est dégueulasse. Ça, je le laisserai. J'en fais le serment. Il le suspend. En tout cas, il l'accroche en l'air. Et du coup, on peut dire qu'il franchit quand même certaines limites, parce que Brock, même si on va le voir par la suite, c'est vrai que il devient ce qu'on sait qu'il devient, hein, ça va quand même être Venom, le bonhomme, mais pour le coup, là, tout de suite maintenant, le gars ferait pas de mal à une mouche, il est plutôt à faire son taf, ok, des photos, du pognon, ça reste un connard, un arriviste qui fait du zèle, mais n'empêche Il est là pour faire son taf, le beau. Non, mais c'est ça, mais du coup... Oui, mais... Non, mais je suis d'accord, mais... Bon, c'est Eddie Brock. En tout cas, il franchit certaines de ses limites et il le met hors d'état de nuire. Il dit, c'est pas des gens à fréquenter, attention. Mais non, mais en plus, Eddie Brock, en plus, pour le coup, on en a pas parlé, mais il est très accurate aussi par rapport à sa version comics. Enfin, c'est à l'époque où Eddie Brock était dans les parages, hein, parce que maintenant, ils en ont plus rien à foutre. Enfin, ils font presque le symbiote sans Eddie Brock maintenant. Mais à l'époque, c'était la seconde moitié de Venom, et il avait un background, il avait quelque chose, ils avaient établi quelque chose. Et là, je trouve qu'il le prépare très bien dès ce premier épisode. Et c'est vraiment... Et puis moi, même si j'aime bien ce que Donny Cates a fait avec le personnage, le gros problème, c'est qu'ils essaient d'en faire quelqu'un de gentil, quoi. Ce qu'on peut
entendre au bout de 30 ans d'existence, mais c'est vrai Bien sûr. qu'à l'époque, ils ont pas fait l'erreur d'en faire un C'est sidekick ça. ou quoi. Ils ont vraiment préparé le mec en tant que futur super vilain, et je C'est trouve ça. ça vraiment bien. C'est ça, tout à fait. Et puis Ouais. dès le premier épisode, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il Bien perd sûr. pas de temps, quoi. C'est un truc de malade. En tout cas, pendant que Spider-Man s'occupe d'Eddie Brock, eh ben, la mère se fait kidnapper. Et on la retrouve dans les égouts. Alors on a un Spider-Man qui la suit à la trace, comment, pourquoi, ça j'en sais rien. J'imagine qu'il a soulevé une trappe et puis qu'il est retombé sur sa piste directe. Par contre là, il y a quelque chose de très cool, mais qui est abordé un petit peu en surface, c'est un peu dommage. Mais il est plus adhérent dans les égouts. Il dérape, il glisse le bougre. C'est normal, ça glisse. Non mais ça je suis d'accord, mais on te le montre là, puis après on reviendra plus dessus. C'est un peu bête. Ça aurait pu être un ressort scénaristique justement assez intéressant. C'était pour faire un ressort comique surtout, je pense. Pour bien le voir sûr. tomber dans la flotte et pour montrer qu'il n'est pas dans son élément aussi. Et que le lézard a l'avantage, forcément. C'est ça, exactement. Et moi j'adore cette séquence parce que ça dure peut-être 1 minute, 2 minutes, et tu vois juste le mec essayer de trouver le bon chemin. Se et galérer, ça montre que ouais. les égouts sont très grands, quoi, tu vois. Je suis complètement d'accord. Le lieu ne joue pas en sa faveur, quoi. Il se casse fait. la gueule tout seul, même. Il entend ensuite un appel à l'aide, c'est l'ouvrier, il est vivant, ce qui est très très cool aussi du coup, parce que ça remet le personnage en perspective. Il n'est peut-être pas si méchant. L'ouvrier, souvenez-vous, en début d'épisode, nous l'avions laissé. Mais non, mais en tout cas, Ses yeux, Juste- il a les yeux rouges. jusqu'ici, tu trouvais, tu le prenais vraiment pour un méchant sanguinaire, voilà. Ouais, Et là du coup, en sachant que l'autre est vivant, voilà, tu te dis, ah bah non, il l'a pas tué, c'est cool quand même. Et là, il lui explique tout le plan. Alors non, il lui explique pas vraiment tout le plan. Il lui explique que le lézard a besoin d'aide pour une machine. Pendant ce temps-là, le Spidey accroche son appareil photo dans un coin, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, ce qui peut se passer. Kurt explique son plan à sa femme. Il dit qu'il a besoin de mains, ce qui est assez ironique quand on sait que, en fait, il lui en manquait une. Hein. Et que- Et que là, il a beau en avoir 2 lézardiennes, il ne peut pas s'en servir. Il a besoin de sa femme pour mettre au point la machine. Avec celle-ci, il veut transformer tout le monde en monstre, en lézard. Il ne veut plus qu'il y ait de souffrance. Elle lui explique et le met devant le fait, il n'est pas supérieur, il ne peut même plus servir de ses mains. Et elle fait mention de son fils, elle lui rappelle son fils. Et c'est bien la seule chose qui va le ramener à la réalité. Et qu'est-ce qu'il y a Vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il y a Vous me faites chier, vous êtes 2 gros dégueulasses, et du coup maintenant, ça y est. Ah, il pense Il a tout besoin de des suite mains à de sa trucs. femme pour la machine, putain, merde, comment tu veux Tu couperas, bien sûr, tu couperas. Oui, bien sûr. Donc du coup, penser à son fils, c'est le seul truc qui le ramène à la réalité. Et là, Spider-Man intervient, et là j'ai marqué, c'est la bagarre. Attention, attends, avant l'intervention, il y a quand même l'arrivée iconique sur le rebord. C'est peut-être juste un peu avant, je sais pas. Mais t'as le personnage avec le thème qui se lance et hop, il atterrit de manière... et même quand il se lance après pour aller affronter le lézard, t'as toute la caméra qui le suit Ah oui, faire les saltos et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique. Encore une fois, je leur dis, mais la réalisation, premier épisode, c'est très très haut. Ouais. Ah non, mais que ce soit Spider-Man ou Peter Parker, je trouve vraiment qu'elle met en valeur le personnage exactement comme il faut. Donc effectivement, une bagarre s'ensuit entre Connors et lui. Le lézard a clairement le dessus. Il arrive même à le mettre hors jeu pendant au moins quelques secondes. Le temps qu'il faut à Margaret, à Maggie, à la femme de Connors, pour récupérer le rayon. Il lui met une balayette à la Margaret. Alors, quelque chose de mal. Oh Maggie. Oh oui, Maggie. Ah oui, mais alors la Maggie... Spider-Man du coup récupère le laser. Connors les emporte dans la flotte. Et j'avoue que j'aime bien cette idée que il est obligé d'aller au bout du bout. Spider-Man, là, il n'arrive pas à faire quelque chose de propre. Il est tellement abasourdi par la force et l'agilité du lézard qu'il se sent obligé de... il est obligé de l'attraper tel un catcheur et pas juste lui mettre un petit pain dans la face et de dos. Non, il est obligé de le ceinturer et de l'emporter avec lui dans l'eau. Et donc dans les abysses des eaux dégueulasses des égouts, on entend la voix intérieure de Spider-Man. Ouais, très très belle séquence d'ailleurs. Très très chouette, ouais. Alors, je t'avoue que je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Tu t'en souviens? Connors était mon ami, enfin était mon mentor, mon ami, enfin il dit quelque chose comme ça.
Et c'est au moment où t'es en pleine scène d'action, où le gars essaie de l'étrangler sous la flotte, tu vois, alors très iconique pour le lézard aussi. Et Peter se remémore les bons instants pour l'aider justement à aller au-delà du fait que c'est un super vilain et qu'il faut ramener l'homme qu'il a connu, quoi, le scientifique, le brillant scientifique qu'il a aidé à en arriver là où il en est. Donc 2 minutes d'apnée, il a le temps de faire un petit bilan. Totalement. Spider-Man actionne le laser, ce qui crée une explosion. Suite à ça, il remonte. On se demande si, est-ce qu'il va en réchapper? Est-ce que Connors est mort? Est-ce que machin? Il y a vraiment un moment où on se demande et Spider-Man finit par le remonter et le déposer sur le rebord, sur la berge finalement. Il récupère son appareil photo parce que bon, faut bien bouffer. S'ensuit une scène où on retrouve Brock au Daily Bugle, à côté de Peter Parker. Et pour le coup, le Brock, il a l'air con. Il l'est. Jameson le rabaisse, et moi j'avais pas ce souvenir-là. Ah bah bien sûr, Jameson, dans la série c'est que ça. Hein. Mais j'avoue que je me souvenais plus de ses interactions avec Brock. Ouais. Dans une autre scène, on retrouve May avec les photos et le pognon, donc forcément May est contente. Oula, c'est quoi le dossier là? Mec, il y a les photos et le pognon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous a fait la tantine? Mais comme la bonne tante May qu'elle est, il se fait engueuler. Évidemment. Parce que oui, elle est contente qu'on lui rapporte du pognon, mais elle n'est pas du tout contente qu'il ait pris des risques pour prendre ses photos. S'ensuit, j'ai envie de dire, la scène de fin classique, où Spider-Man repart à l'aventure, bondit d'immeuble en immeuble, et surtout tisse sa toile entre ceux-ci. Ça pourrait limite s'arrêter là, en fait. La série c'est exactement ça. C'est un très bon pilote. Exactement. Avec du fond, de la forme, et effectivement un début, un milieu et une fin. Ce qu'on n'aura pas du tout dès l'épisode 2 d'ailleurs. Absolument pas. Messieurs, monsieur Eddy, qu'avez-vous pensé de cet épisode dans sa globalité? Dans sa globalité, je pense que c'est un très bon épisode, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. On nous présente un Peter Parker sans nous faire une énième origin story. On nous montre son caractère, on nous montre le caractère de Peter Parker, le caractère héroïque, on nous montre le Spider-Man qui sait utiliser son environnement, qui sait utiliser ses super-pouvoirs. On nous montre le Spider-Man qui a des priorités et qui est prêt à aller jusqu'au bout. On nous montre qu'il va avoir à lutter contre des vilains puissants. Voilà. Ça va pas être simplement des petits braqueurs de supérettes. Il y a une montée en puissance. Voilà. En tout cas, il y a un petit peu cette promesse dans ce premier épisode de créatures un peu plus menaçantes, voilà, pour la ville, et que on a l'impression quand on termine. Alors, je sais pas si c'est vraiment le fait de connaître le personnage, mais quand tu termines l'épisode, tu te dis bon voilà, c'est plus la petite araignée sympa du quartier, il va falloir qu'il fasse un petit peu plus que le tour du quartier et avoir à lutter contre un peu plus dangereux et un peu plus badass. Voilà. Et moi c'est un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, malgré les quelques défauts d'animation, de 3D, de petites choses comme ça. Je trouvais que ça passe encore très très bien, malgré tout. Même au niveau de son histoire, même au niveau de l'animation, moi j'ai pas eu vraiment le même sentiment. Tu vois, la scène qu'on parlait au départ, je m'excuse, je parle beaucoup, mais la scène qu'on voyait au départ, moi je trouvais qu'elle était vachement bien foutue. Tu vois, la scène dans les égouts. Toutes les scènes dans les égouts, en règle générale, je les trouve bien foutues parce que t'as une vraie sensation d'être dans ce huis clos, tu vois, un petit peu comme tu dis à la Alien ou les trucs comme ça. Ouais, moi j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir et je trouve que c'est un bon épisode. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Mis à part que c'était un bon épisode, et puis voilà tout. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un très bon épisode. Alors bon, effectivement, forcément qu'on pointe des choses qui ont un petit peu vieilli, c'est normal. Du reste, j'ai pris beaucoup de plaisir à me le refaire. Je savais que j'allais aimer ça, très clairement, mais vraiment, je pensais pas autant. Et surtout, je me rendais pas compte à quel point ils avaient développé la mythologie Spider-Man
Et ne serait-ce que quand tu regardes le générique, tu t'en rends compte en fait. Avec la backstory de Spider-Man qui t'est rappelé, la galerie des super vilains qui t'est montrée aussi. Dans les épisodes ensuite, la manière dont t'es développé Spider-Man, d'aller de l'un à l'autre, de te faire entendre ses pensées, d'être avec lui, d'être en sa compagnie au fil de ses aventures, de te montrer ce qu'il est en tant que Peter Parker, mais aussi en tant que Spider-Man, et la symbiose entre les deux. Je trouve vraiment que ce qu'ils arrivent à faire dans ce pilote, ils vont vraiment réussir à le maintenir sur la durée, même si effectivement il y a des épisodes qui sont un peu en dessous, faut bien le dire. Oui, bien sûr. Il est très 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 en dessous d'ailleurs. Et autant vous le dire tout de suite, le 2 en fait partie de ces épisodes un peu en dessous, même s'il va aborder des personnages iconiques qui vont vraiment poser les premiers jalons de l'histoire qui va se prolonger au fil des épisodes. Mais c'est vrai que dans l'exécution et dans la façon de faire, voilà, c'est un petit peu plus discutable et un petit peu plus compliqué que ce premier épisode où vraiment il n'y a rien acheté pour moi. Un épisode pilote donc où ça installe vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le personnage et son univers. Et toi Anto, pour conclure. Alors déjà juste Eddie qui dit excusez-moi je parle trop alors que c'est moi qui ai monopolisé toute la conversation, je trouve ça un peu indécent, vous m'excuserez. D'ailleurs je m'en excuse. Mais alors par contre l'épisode vraiment qualitatif au possible. Le lézard, très malin parce que ça fait partie des bad guys d'origine du personnage, donc ça te permet de faire progresser tes enjeux naturellement. C'est-à-dire que tu vas pas dégainer un Venom ou un Octopus des premiers épisodes, ça n'aurait aucun sens. Donc ça c'est très très bien. À côté de ça, il y a, comme vous l'avez dit, un respect du lore, un respect de la mythologie du personnage, qui prouve que, encore une fois, tu peux faire une origin story tout en montrant les éléments essentiels. Voilà. Donc pour moi c'est réussi de ce point de vue-là. Et à côté de ça, très très bien rythmé, peut-être même trop rythmé par moment, mais bon, c'était le principe aussi, c'était le jeu. Hein, c'est le format aussi. Comment ? C'est le format aussi qui c'est le format, oui, exactement. Oui, bien sûr. Mais à côté de ça, voilà, ça a rempli sa mission et ça a permis à plein de jeunes enfants, enfin à plein d'enfants, d'accrocher directement avec le personnage. Et évidemment, encore une fois, j'en ai fait partie. Voilà. Non mais c'est clair, et moi, mine de rien, c'est le premier contact que j'ai eu avec le personnage, en fait. C'est-à-dire, moi je me suis pas mis aux comics tout de suite, je te dis, alors, pas longtemps après, parce que les premiers souvenirs que j'ai, c'est les épisodes de McFarlane, mais en l'occurrence, je pense vraiment que c'est le premier contact que j'ai eu avec le personnage du tisseur, quoi. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt de bonne facture quand t'es gamin, et que tu te prends ça en pleine gueule, quoi. Ouais. Non, complètement. Ça fait partie des meilleures adaptations pour moi et je trouve que on a de la chance, quoi. Enfin, je veux dire, on était quand même bien lotis. Ça fait un peu vieux con le discours, mais on était quand même bien lotis à l'époque. T'en parlais au début de toute façon avec les séries, les séries animées de l'époque. Voilà. C'était quand même pas rien et ça valait 10 fois ce qui sort actuellement sur les séries d'animation centrées juste sur le personnage. Il ne reste que la prochaine fois, on se retrouvera pour l'épisode 2 en compagnie des deux Guélurons pour un épisode qui s'appelle L'araignée robot. Rien que le titre, je trouve que ça fait pas hyper rêver, mais comme je le disais tout à l'heure, on retrouvera des personnages iconiques dont il me tarde de discuter avec vous. Ça a été en tout cas un vrai plaisir, messieurs, de débriefer ce premier épisode avec vous, et j'ai encore une fois hâte de nous retrouver pour l'épisode 2. Tout pareil. Pas mieux. Messieurs, bonne soirée. Merci pour l'invitation. Ciao, merci beaucoup. Mais c'est moi qui suis ravi, vraiment. On s'est bien marré et j'espère que ça a été votre cas aussi. Eh ben oui, et puis arrêtez de dire que vous parlez trop. Moi-même, à chaque fois, j'ai un peu la hantise, pour ne rien vous cacher, que, je veux dire, les épisodes font quand même 20 minutes, hein, que ce soit ça ou Batman, le podcast animé. Et à chaque fois, je me dis, mais le truc fait 20 minutes, on va pas avoir à dire ou à tenir sur la longueur. Et puis tu vois, on arrive à parler pendant 1 heure du truc, puis alors, sans se faire un claquage, hein, enfin je veux dire, nickel quoi. Sans prise de tête, et non, vraiment c'était très cool, c'était vraiment chouette, je savais que ça le ferait, et putain ça le fait. Allez, ciao à tous, bisous. À bientôt. Ciao.